Pourquoi les humains ont-ils toujours confié leur transformation aux plantes? Bien avant les laboratoires, bien avant les diagnostics, bien avant la médecine moderne, les humains ont cherché à comprendre ce qu'ils vivaient. Pas seulement pour se soigner, mais pour se transformer. Partout sur la planète, des plantes ont accompagné des moments précis de l'existence humaine. La naissance, la mort, le passage à l'âge adulte. Ces plantes n'étaient pas choisies au hasard, elles étaient intégrées à des rites, à des cadres, à des traditions transmises sur des générations. En Afrique centrale, une racine est encore considérée comme l'une des plus puissantes jamais utilisées par l'homme. Son nom, l'iboga. L'iboga pousse principalement au Gabon, dans les forêts d'Afrique centrale, mais cette information n'est pas anodine. L'iboga ne pousse pas dans des champs ouverts, elle ne pousse pas dans des zones cultivées. Elle pousse dans le sous-bois à l'ombre, dans des forêts anciennes. Dans de nombreuses cultures africaines, la forêt n'est pas seulement un espace naturel, c'est un espace de transformation. C'est le lieu des ancêtres, le lieu de l'invisible, le lieu où l'on cesse d'être ce que l'on était. Que l'iboga pousse précisément là, ce n'est pas un hasard. Pour le peuple Bwiti, l'iboga n'est pas une drogue, c'est un enseignement. Ce mot est fondamental dans le monde moderne. On classe les plantes comme des substances, médicaments, drogues, stimulants. Dans la tradition Bwiti, l'iboga n'est rien de tout cela. Elle est un agent de transmission. Un enseignant n'est pas là pour divertir, il est là pour rassurer. Il est là pour confronter. L'iboga n'est pas censée montrer ce que l'on veut voir. Elle montre ce qui doit être vu. L'iboga est utilisé lors de rites de passage, notamment pour marquer la mort symbolique de l'enfant et la naissance de l'adulte. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, on ne devient pas adulte par l'âge, on devient adulte par une épreuve. Le rite de passage sert à rompre avec l'identité précédente, à traverser une zone de chaos et à renaître avec un nouveau statut. Après l'initiation, on ne parle plus à la personne de la même manière. Sa parole change, son rôle change, sa place dans la communauté change. L'iboga n'est donc pas utilisée pour vivre une expérience, elle est utilisée pour devenir quelqu'un. Et c'est ici que commence réellement son histoire. Pour comprendre l'iboga, il faut comprendre le Bwiti. Le Bwiti n'est pas une religion au sens occidental du terme. Ce n'est pas un dôme, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une croyance abstraite. Le Bwiti est une voix transmise oralement de génération en génération. Dans le peuple Bwiti, l'individu n'existe jamais seul. Il est toujours relié aux anciens, aux vivants et à ceux qui ne sont pas encore nés. Le rituel de l'iboga ne se vit jamais dans l'isolement. Contrairement à l'imaginaire moderne de l'expérience individuelle, ici, tout est collectif. Le futur initié n'est jamais abandonné à lui-même. Il est entouré, observé, accompagné. Chaque geste est codifié, chaque étape a un sens, rien n'est laissé au hasard. Ce cadre n'est pas là pour contrôler, il est là pour protéger. La musique joue un rôle central dans le rituel Bwiti. Les tambours ne servent pas à créer une ambiance, ils servent à guider. Le rythme est répétitif, constant, presque immuable. Il agit comme un repère, un fil auquel l'initié peut se raccrocher. Dans la tradition Bwiti, le son n'est pas un divertissement, c'est une structure. Rien dans le rituel de l'iboga n'est conçu pour être agréable. Ce n'est pas un moment de confort, ce n'est pas une quête de plaisir. L'épreuve est volontaire, mais elle est sérieuse. Car ce qui est en jeu n'est pas une sensation, c'est une transformation. À ce stade, une question s'impose. Comment une tradition aussi ancienne, aussi structurée, aussi cohérente, a-t-elle pu être réduite dans le monde moderne à une simple molécule ou à une substance ? Pour comprendre cela, il faut quitter un instant la forêt et entrer dans le laboratoire. À la fin du 19e siècle, le regard sur l'iboga change. La plante quitte progressivement le monde du rite pour entrer dans le monde de la science occidentale. Les explorateurs, les médecins, les botanistes coloniaux rapportent son existence en Europe. On ne parle plus de transmission, ni d'ancêtres, ni de passage symbolique. On parle désormais de principe actif. En 1901, les chimistes isolent une molécule issue de l'iboga. Son nom, l'ibogaïne. Pour la science, c'est un tournant. Une plante jusqu'ici incomprise devient un objet mesurable, dosable, analysable. Mais en isolant la molécule, on extrait aussi la plante de son contexte. Dans la première moitié du XXe siècle, la France expérimente. Des produits à base d'extraits contenant de l'ibogaïne sont commercialisés comme stimulants. Ils sont destinés à combattre la fatigue, améliorer la vigilance, soutenir l'effort. La plante sacrée devient un produit. Ce n'est ni bien ni mal. C'est un changement de logique.
Des décennies plus tard, l'ibogaïne réapparaît dans un autre contexte, celui des neurosciences. Les chercheurs observent que la molécule agit sur plusieurs systèmes du cerveau: la mémoire, la motivation, le circuit de dépendance. Certains résultats intriguent, d'autres inquiètent. La molécule semble puissante mais aussi instable, et surtout dangereuse dans certains contextes. La science moderne est formelle sur un point: l'ibogaïne n'est pas une substance anodine. Des risques cardiaques ont été documentés, des complications graves, parfois mortelles. Ce constat marque une rupture. Là où le rituel traditionnel était encadré, collectif et préparé, l'usage isolé hors contexte devient dangereux. C'est ici que naît un profond malentendu. L'Occident cherche une molécule, le Bwiti parlait d'un chemin. L'Occident cherche un effet, le Bwiti parlait d'une transformation. En séparant la plante de sa culture, on perd peut-être l'essentiel. Non pas une vérité mystique, mais une structure. Et cette perte de structure qui transforme une plante ancienne en objet de fascination moderne, la question n'est donc pas est-ce que l'iboga fonctionne, mais que se passe-t-il quand on extrait une pratique humaine de son cadre symbolique? À partir des années 1990, l'iboga connaît un nouveau basculement. Elle ne revient pas par la science, elle revient par la quête de sens. Dans un monde saturé de stress, de dépendance et de désorientation, l'iboga est présenté comme une réponse. Des centres apparaissent, des stages, des retraites. Le rite devient une expérience. Le passage devient un service. Ce qui était rare, encadré, collectif, devient accessible, rapide, consommable. Beaucoup viennent avec des intentions sincères, comprendre, guérir, changer, mais le cadre n'est plus le même. Dans le rituel traditionnel, l'individu est connu, il appartient à une communauté, il est préparé sur le long terme. Dans le tourisme spirituel, l'individu est de passage, et une plante qui exige du temps se retrouve compressée dans un calendrier. Cette demande nouvelle a une conséquence directe: l'extraction massive. L'iboga est arraché, exporté, commercialisé. Or, c'est une plante à croissance lente. Quand la racine est prélevée, la plante meurt. Dans certaines zones, la pression est telle que la ressource s'épuise. Ce qui était un patrimoine vivant devient une matière première. Mais la perte la plus profonde n'est pas écologique, elle est symbolique. En sortant l'iboga de son cadre, on ne perd pas seulement un rituel, on perd aussi une structure humaine. Car dans le Bwiti, la plante n'est jamais au centre. C'est la communauté qui l'est. Dans cette structure, l'iboga n'enseigne plus, elle agit, elle n'accompagne plus, et une plante qui n'accompagne plus devient dangereuse. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'on lui demande ce qu'elle n'a jamais promis. L'iboga n'est pas un cas isolé. Partout sur la planète, des sociétés humaines ont identifié certaines plantes comme des médiatrices, des plantes capables d'accompagner des moments clés: la naissance, la mort, la transformation, le passage. Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe ancienne, Asie, Océanie. Des cultures séparées par des océans ont pourtant développé des usages étonnamment similaires. Ces plantes ne disent peut-être pas quelque chose du monde invisible, elles disent peut-être quelque chose de nous, de notre difficulté à traverser certaines étapes seules, de notre besoin de cadre lorsque notre identité vacille, de notre peur de changer et de notre besoin d'y être aidé. L'humain n'a jamais affronté les grandes transitions sans médiation. Le monde moderne possède un savoir immense, mais il a perdu beaucoup de cadres symboliques. Là où les sociétés traditionnelles organisaient la transformation, notre époque la laisse souvent au hasard. Et quand le cadre disparaît, le sens se dissout. Ce n'est pas la plante qui est dangereuse, c'est l'absence de structure autour de ce qu'elle déclenche. L'iboga ne promet rien. Elle ne vend pas le bonheur, elle ne garantit pas la guérison. Elle rappelle simplement une chose ancienne: certaines transformations nécessitent un passage. Et aucun passage ne se fait sans cadre, sans accompagnement, sans communauté. L'iboga n'enseigne pas comment fuir le réel. Elle enseigne comment y entrer pleinement.